Trois méthodes pour déterminer le PPCM de deux entiers naturels. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Nous allons voir ensemble trois méthodes qui permettent de déterminer le PPCM de deux entiers naturels non nuls. Nous allons ensuite ensemble traiter deux problèmes qui font appel au PPCM et nous terminerons par un exercice d'application que vous devez traiter à la maison en vous appuyant sur les ressources vues dans cette leçon. Cette leçon va faire appel à des ressources vues dans la leçon précédente concernant le PGCD, la décomposition en produits de facteurs premiers. N'hésitez pas à faire un retour pour mieux comprendre si vous avez déjà oublié. Voici le premier problème qui sera traité à la fin de cette leçon. Il s'agit de deux véhicules de course qui font le tour d'un circuit et chacune d'elles a sa propre vitesse. Alors, au départ, les véhicules sont sur la même ligne et font le tour du circuit. Il est question dans cet exercice, dans ce problème, de déterminer l'heure à laquelle les deux véhicules se retrouveront de nouveau sur la ligne de départ et ensuite déterminer le nombre de tours que chaque véhicule aura effectué pour cette nouvelle rencontre, pour la 5e fois sur la ligne de départ. La résolution de ce problème fera donc appel à la notion du PPCM. Nous allons découvrir cela à la fin de cette leçon. Le deuxième problème est tout aussi simple. Il est le suivant. Dans une salle de fête, nous avons deux types d'éclairage. L'éclairage de couleur verte et l'éclairage de couleur jaune. Chacune des deux ampoules s'allume et s'éteint au bout d'un certain temps. Il est question ici pour nous de savoir à quelle date, à quelle heure ces deux ampoules vont s'allumer de nouveau simultanément, sachant que à 10h15, ces deux ampoules étaient toutes deux allumées. Pour résoudre ce problème, nous ferons appel au PPCM. Commençons par de brefs rappels sur le PPCM. Tout d'abord, il convient d'expliquer ce que nous entendons par multiples communs de deux entiers naturels. Étant donné deux entiers naturels non nuls A et B, on appelle multiples communs de A et B tout nombre entier naturel qui est à la fois multiple de A et B. L'ensemble des multiples communs de A et B sera noté M plus AB. L'ensemble des multiples de A sera noté M plus A et l'ensemble des multiples de B sera noté M plus B. Il convient de préciser que tous les multiples de A s'écrivent sous la forme A fois K, où K est un nombre entier. De même, tous les multiples de B s'écrivent sous la forme B fois K, où K est un nombre entier. Alors, c'est quoi le PPCM de AB? Le PPCM de AB, comme son nom l'indique, est le plus petit commun multiple de A et B. Ça veut dire quoi? Parmi les multiples de A et B, on choisit le plus petit de ces multiples communs de A et B, c'est le PPCM. Il a précisé que le PPCM est toujours strictement positif. Donc, parmi les multiples communs de A et B, on ne prend pas 0. Parce que 0 est multiple de tout nombre entier naturel. Donc, quand on dit ici plus petit multiple commun, on ne compte pas 0. On exclut 0 avant de prendre le plus petit multiple commun. Il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Il est à noter que tout nombre entier naturel non nul admet une infinité de multiples. Il n'est donc pas question, dans cette notion de PPCM ou de multiples communs, d'essayer de déterminer tous les multiples d'un nombre. Vous ne pourrez jamais déterminer tous les multiples d'un nombre, sauf si ce nombre est nul. Et dans ce cas, il n'y aura qu'un seul multiple qui est 0 lui-même. Donc, ne cherchez jamais à déterminer tous les multiples d'un nombre. Vous ne pourrez pas, même si on vous donne 100 ans, 1000 ans, vous n'allez pas pouvoir déterminer tous les multiples d'un nombre. Alors, comment faire donc pour obtenir le PPCM de deux entiers?
Pour cela, on dresse conjointement et progressivement la liste des multiples de A et la liste des multiples de B. En même temps que je dresse les multiples de A, je dresse les multiples de B, c'est-à-dire à gauche de la feuille, je liste les multiples de A et à droite de la feuille, je liste les multiples de B. Je fais A fois 1 à gauche, à droite, je fais B fois 1. A fois 2 à gauche, B fois 2 à droite. A fois 3 à gauche, B fois 3 à droite. A fois 4 à gauche, B fois 4 à droite. Ainsi de suite, jusqu'au moment où je vais trouver un multiple qui apparaît dans les deux listes. Alors je m'arrête. C'est le PPCM de A et B. C'est-à-dire le premier multiple commun qui va apparaître dans les deux listes sera notre PPCM. Dès qu'on l'a obtenu, on s'arrête et les calculs sont terminés. Nous allons voir tout cela dans un exemple concret. En guise d'exemple, nous avons le nombre A égale à 5 et le nombre B égale à 12. Nous voulons déterminer le PPCM de 5 et 12 par la méthode des multiples communs. Alors, nous allons commencer par dresser les listes des multiples de 5 et de 12. Nous allons le faire de façon simultanée. On va commencer, ici j'ai commencé par la multiplication par 0. On aurait pu omettre cela, vu que 0 ne sera jamais le PPCM. Donc je fais 5 fois 0, 0, 12 fois 0, 0, 5 fois 1, 1, 12 fois 1, 12, 5 fois 2, 10, 12 fois 2, 24, 5 fois 3, 15, 12 fois 3, 36, 5 fois 4, 20, 12 fois 4, 48, 5 fois 5, 25, 12 fois 5, 60, 5 fois 6, 30, 12 fois 6, 72, 5 fois 7, 35, 12 fois 7, 84, 5 fois 8, 40, 12 fois 8, 96, 5 fois 9, 45, 12 fois 9, 108, 5 fois 10, 50, 12 fois 10, 120, 5 fois 11, 55, 12 fois 11, 132, 5 fois 12, 60, 12 fois 12, 144. On se rend compte qu'à ce niveau, nous avons le nombre 60 qui apparaît dans les deux listes. Et c'est le premier nombre en dehors de 0 qui apparaît dans les deux listes. C'est donc lui notre PPCM. On s'arrête, on arrête les multiplications. Nous avons trouvé ce que nous cherchons. On écrit donc PPCM de 5 et 12 égale à 60. Vous voyez donc que la détermination, l'obtention du PPCM n'évolue pas au même rythme dans les deux listes. Dans la liste numéro 5, dans la liste de 12, on avait trouvé 60 depuis. Alors que dans la liste de 5, c'est après la 12e multiplication qu'on obtient 60. Ça veut dire que le PPCM n'apparaîtra pas toujours au même instant dans les deux listes. Si vous avez compris ceci, je vais donc vous laisser un exercice d'application que vous allez faire à la maison et tester vos connaissances. Travail à faire numéro 1. Il s'agit de montrer les égalités suivantes. Pour cela, vous allez utiliser la méthode que je viens de présenter, à savoir dresser les listes des multiples de façon simultanée des deux nombres que vous avez. Dès que vous trouvez le plus petit multiple commun qui apparaît dans les deux listes, c'est lui le nombre que vous cherchez. Alors, appliquez cela, exercez-vous, entraînez-vous et nous allons voir la deuxième méthode de détermination du PPCM de deux entiers naturels non nuls. La deuxième méthode de détermination du PPCM consiste en la décomposition en produits de facteurs premiers que nous avons déjà abordé dans la première leçon. Alors, nous n'allons plus nous attarder dessus. Si vous n'avez pas bien compris cette partie, je vous invite à faire un retour sur la première leçon, partie 1. Écoutez de nouveau et vous revenez pour poursuivre cette leçon. À l'écran, j'ai présenté de nouveau ce que nous avons déjà vu sur la décomposition en produits de facteurs premiers parce que ces nombres premiers seront utiles pour la suite de notre leçon. Après avoir effectué la décomposition en produits de facteurs premiers,
Comment utiliser ces décompositions pour obtenir le PPCM? Quand il s'agissait du PGCD, on récupérait les nombres premiers qui apparaissaient conjointement dans les deux décompositions. Chaque nombre premier était pris avec sa plus petite puissance. Par contre, quand il s'agit du PPCM, comme c'est le cas actuellement, nous allons récupérer tous les nombres premiers qui apparaissent dans l'une ou l'autre liste. Je dis bien tous les nombres premiers qui apparaissent dans les listes. Il ne s'agit plus ici uniquement des nombres qui apparaissent dans les deux listes. Mais il s'agit ici de prendre tous les nombres premiers qui apparaissent sous nos yeux dans l'une ou dans l'autre liste. On les met déjà sous forme de produit. Maintenant, pour chaque nombre premier, on va prendre sa plus grande puissance, son plus grand exposant. Lorsqu'un nombre premier apparaît dans les deux décompositions, on choisit celui qui a le plus grand exposant. Lorsqu'un nombre premier apparaît dans une seule décomposition, on le prend avec son exposant. C'est le principe du PPCM, contrairement à celui du PGCD qui prenait uniquement les nombres qui apparaissaient à la fois dans les deux décompositions, et là c'était avec leur plus petit exposant. Avec le PPCM, on prend tous les nombres qui apparaissent dans l'une ou dans l'autre. Lorsqu'un nombre apparaît deux fois, on le prend avec son plus grand exposant, et lorsqu'il apparaît une seule fois, on le prend avec cet exposant. On fait le produit de tout cela pour obtenir le PPCM des deux entiers, comme vous pouvez le constater sur l'écran qui est face à vous. Pour voir cela et mieux comprendre, nous allons prendre un exemple pour calculer le PPCM de deux entiers par décomposition en produit de facteurs premiers. Cela va se faire tout de suite et maintenant. Nous allons appliquer cela à travers un exemple. Nous reprenons les nombres 280 et 150 qui ont été utilisés dans la première leçon avec le PGCD. Alors, nous avons déjà la décomposition de ces nombres en produit de facteurs premiers, à savoir 280 est égal à 2 puissance 3 fois 5 puissance 1 fois 7 puissance 1. Et 150 est égal à 2 puissance 1 fois 3 puissance 1 fois 5 puissance 2. Vous constatez que tous les nombres premiers qui sont apparus dans les décompositions, dans l'une ou dans l'autre, ont été utilisés pour le calcul du PPCM. Les nombres qui apparaissent dans les deux décompositions sont pris avec leur plus grand exposant, et les nombres qui apparaissent dans une seule décomposition sont pris avec le même exposant. Et quand on fait ce calcul, on retrouve 1050. Donc, 1050 est le PPCM de 280 et 150. Et je dois rappeler que dans une multiplication, lorsqu'un nombre n'apparaît pas, ça veut dire que ce nombre-là vaut 1. Et nous savons que tout nombre réel ou alors tout nombre entier non nul élevé à la puissance 0 donne 1. Donc, on peut toujours considérer que un nombre premier qui ne figure pas dans une décomposition est en fait invisible parce que sa puissance c'est 0. C'est pourquoi ici, vous avez vu, j'ai mis 3 puissances max entre 0 et 1, 7 puissances max entre 0 et 1. En espérant que vous avez compris cet exemple, je vous invite à traiter ce deuxième travail à faire à la maison en vous appuyant sur ce que nous venons de faire. Si vous n'y arrivez pas, signalez cela dans le message en dessous de cette vidéo. Je me ferai le plaisir de le traiter pour vous afin que tout le monde puisse bien comprendre comment ça marche. Voici donc le travail à faire que je vous laisse pour cette partie de décomposition en produit de facteurs premiers. Exercez-vous et déterminez ces PPCM. Nous allons poursuivre avec la troisième méthode de détermination du PPCM de deux entiers naturels. La troisième méthode consiste à utiliser le PGCD pour calculer le PPCM. En fait, il existe une relation directe entre le PPCM et le PGCD de deux entiers.
Cette relation est toute simple. Elle est la suivante. PPCM de AB fois PGCD de AB est égal à A fois B. De cette égalité, on peut tirer le PPCM par l'égalité PPCM égale A fois B divisé par le PGCD. Donc, si je connais le PGCD de A et B, je peux calculer le PPCM de A et B si je connais aussi AB. Parce que si je ne connais pas A et B, je ne pourrais pas utiliser le produit A fois B. Donc, pour appliquer cette égalité, il faudrait qu'on sache A, B et PGCD de AB. Si on ne connaît pas le PGCD de A et B, on peut le calculer par l'une des 4 méthodes que nous avons vues dans la première leçon. Par ailleurs, si nous connaissons le PPCM, nous connaissons A, nous connaissons B, on peut calculer le PGCD en disant PGCD égale A fois B divisé par PPCM. De même, si nous connaissons le PPCM, le PGCD et A, on peut calculer B en disant B égale PPCM fois PGCD divisé par A. Et par ricochet, A égale PPCM fois PGCD divisé par B. Autrement dit, de cette relation PPCM fois PGCD égale à A fois B, on peut tirer n'importe quel des 4 éléments lorsqu'on connaît la valeur de 3 autres. Nous allons voir dans la suite comment utiliser cela à travers un exemple. Dans cet exemple, nous avons A égale 280, B égale 150. Nous voulons déterminer le PPCM de 280 et 150 en se servant du PGCD. Dans la leçon précédente, nous avons déterminé le PGCD de 280 et 150 et nous avons trouvé 10. Si vous avez oublié comment nous l'avons fait, je vous invite à retourner dans cette première leçon et à voir comment nous avons procédé pour calculer ce PGCD, soit par décomposition, soit par soustraction, soit par division euclidienne, soit par la liste des diviseurs communs. Alors, nous appliquons notre formule PPCM de 280 et 150 est égal à 280 multiplié par 150, le tout divisé par 10, ce qui nous donne 4200. Donc, le PPCM de 280 et 150 est égal à 4200. Cette méthode s'applique généralement lorsque nous avons déjà connaissance du PGCD des 2 nombres dont nous voulons calculer le PPCM. Sinon, on peut passer par la décomposition en produit de facteurs premiers qui va alors s'avérer plus rapide. En guise d'entraînement, je vous laisse ce travail à faire à la maison. Dans la première question, je vous demande de déterminer le PPCM de 130 et 85 en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers. À la deuxième question, je vous demande de déterminer le PGCD de 130 et 85 par une méthode de votre choix. Ensuite, à la troisième question, vous devez utiliser ce PGCD pour déterminer le PPCM. Et vous devez constater que la réponse ou alors la valeur du PPCM que vous allez obtenir à la question 3 sera identique à la valeur du PPCM que vous avez obtenu à la question 1. Ce qui montre que, en réalité, ces méthodes-là concourent ou alors conduisent au même résultat. Pour finir, nous allons donner quelques petites propriétés du PPCM comme nous l'avons fait avec le PGCD. Quelques propriétés du PPCM. Soit A, B et K des entiers naturels non nuls. On a PPCM de AB est égal à PPCM de BA. Autrement dit, les positions de A et B dans le PPCM n'influencent pas, ne modifient pas, ne changent pas la valeur du PPCM. Deuxième propriété, PPCM de KA, KB est égal à K fois le PPCM de AB, comme ce fut le cas pour le PGCD. Et le PPCM de A
et KA est égal à KA. Je rappelle que KA, c'est un multiple de A. Autrement dit, le PPCM de A et de tout multiple de A est égal encore à ce multiple de A. Dernière propriété, le PPCM de 1 et de A est toujours égal à A. Pour finir, si deux nombres ont pour PGCD égal à 1, c'est-à-dire premier entre eux, alors leur PPCM est tout simplement égal à leur produit. Si deux nombres sont premiers entre eux, alors leur PPCM est égal à leur produit. Un exemple, PGCD de 5 et 12 est égal à 1. Ça veut dire que 5 et 12 sont premiers entre eux. Alors, PPCM de 5 et 12 est égal à 5 fois 12 qui donne 60. Nous sommes donc arrivés au terme de la partie résumée de notre leçon. Nous allons donc à présent résoudre les deux problèmes que nous avons posés à l'entame de cette leçon. Voici le premier problème qui sera soumis à notre analyse. Il s'agit de deux voitures qui partent au même instant d'une ligne de départ à 8h10 et font le tour d'un circuit. La voiture A fait le tour en 6 minutes et la voiture B fait le tour en 8 minutes. Il est question pour nous de déterminer l'heure à laquelle les deux voitures se retrouveront de nouveau ensemble sur la ligne de départ pour la 5e fois et de déterminer ensuite le nombre de tours effectués par chaque voiture pour cette 5e rencontre. Pour résoudre ce problème, nous ferons appel au PPCM. A tout de suite pour la solution. Comme ce fut le cas avec le PGCD, nous allons commencer par définir nos variables. Les inconnus ici sont le temps qu'on nous demande de calculer, le nombre de tours effectués par chaque voiture pour cette première rencontre. Nous avons donc les variables constantes vitesse A, vitesse B, qui sont en fait les vitesses de chaque véhicule. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons d'abord déterminer le temps nécessaire pour la première rencontre et ensuite on va le multiplier par 5 pour avoir le temps nécessaire pour la 5e rencontre. Après interprétation du problème, nous constatons que le temps mis est le même pour les deux véhicules. Dès le départ, on déclenche le chrono, les véhicules font des tours et à l'instant où ils se retrouvent tous les deux sur la même ligne de départ, on arrête le chrono et on regarde le temps. Donc T1 est le même pour les deux véhicules. Alors pour le premier véhicule, ce temps sera égal à quoi? Ce temps sera égal au temps mis par le premier véhicule pour faire un tour du circuit multiplié par le nombre de tours effectués par le véhicule A pour la première rencontre. Ce nombre de tours a été noté grand N, indice A1. A pour dire véhicule A et 1 pour dire première rencontre. On applique la même chose pour le véhicule B et on obtient T1 égale à VB multiplié par grand NB1. VB, c'est le temps mis par le deuxième véhicule pour faire un tour du circuit. NB1, c'est le nombre de tours effectués par le véhicule B pour la première rencontre. Ceci donne donc T1 égale à 6 fois NA1 et T1 égale à 8 fois NB1. NA1 et NB1 étant des nombres entiers, on conclut que T1 est un multiple de 6 et T1 est un multiple de 8. Par conséquent, T1 est un multiple commun de 6 et 8. Alors ici, donc, T1 est multiple de 6 et 8, c'est donc un multiple commun. De plus, T1 doit être minimal. Donc, T1 est le plus petit multiple commun. C'est donc le PPCM de 6 et 8. Et il faudrait qu'on comprenne pourquoi T1 doit être minimal. Et regardez bien ce qui se passe. Les deux véhicules sont sur la ligne de départ. On lance le chrono. Elles font des tours, elles font des tours, elles font des tours. Lorsqu'elles vont se retrouver de nouveau sur la ligne de départ, on va arrêter le chrono. C'est ça qui est T1. C'est le temps écoulé qui est T1. Imaginez-vous un seul instant qu'on arrête le chrono avant
que avant le bon moment, alors ces véhicules ne seront pas ensemble sur la ligne de départ. Il y aura un décalage entre les deux. Et imaginez un seul instant que quand les véhicules arrivent sur la ligne de départ, on n'arrête pas le chrono. Puisque les véhicules continuent de rouler, les véhicules ne s'arrêtent pas tant qu'on n'a pas demandé de s'arrêter. Donc quand ils arrivent sur la ligne de départ, ils continuent de rouler. Donc si à l'instant où ils franchissent la ligne de départ, on n'arrête pas le chrono, on ne sera plus dans la configuration souhaitée, c'est-à-dire que les deux véhicules soient sur la ligne de départ. Donc il faudrait qu'on arrête le chrono net à l'instant où ces deux véhicules franchissent simultanément la ligne de départ. C'est pourquoi ce temps doit être minimal. Minimal au juste titre. Parce que s'il est arrêté, si le chrono est arrêté avant, c'est pas bon. S'il est arrêté après, c'est pas bon. Donc, il faudrait au moins que les véhicules soient sur la ligne de départ. Et puisque c'est l'instant où ils sont sur la ligne de départ qui nous intéresse, on va donc capturer le chrono, on va arrêter le chrono à cet instant-là. C'est pourquoi nous disons que T1 doit être minimal. Il faut bien comprendre ce principe. Sans ce critère de minimalité, on ne pourrait pas dire que T1 c'est le PPCM. Parce que pour être PPCM, il faut, en plus d'être commun multiple, il faudra être le plus petit, c'est-à-dire minimal. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Alors, on va donc calculer ce PPCM en passant simplement par la décomposition en produit de facteurs premiers. 6 est égal à 2 puissance 1 fois 3 puissance 1 et 8 est égal à 2 puissance 3 fois 3 puissance 0. Alors, on va donc dire que PPCM de 6 et 8 égale, on prend tous les nombres premiers qui apparaissent, chacun étant pris avec sa plus grande puissance. Ça veut dire 2 puissance 3 fois 3 puissance 1, ce qui donne 8 fois 3 égale à 24. Ainsi, le temps nécessaire pour la première rencontre des deux véhicules sur la ligne de départ est T1 égale à 24 minutes. C'est très important de connaître que à ce niveau, le temps est donné en minutes. Car au départ, les vitesses étaient données en minutes. Il ne faut pas faire une erreur d'unité à ce niveau. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante de la résolution du problème. On va déterminer le temps nécessaire pour la cinquième rencontre. Le temps nécessaire pour la cinquième rencontre des deux véhicules sur la ligne de départ est tout simplement égal au temps que ces deux véhicules ont mis pour avoir leur première rencontre sur la ligne de départ multiplié par 5. Je précise que dans cet exercice, on suppose que les véhicules gardent la même vitesse du début du processus jusqu'à la fin, du début de la course jusqu'à la fin. D'accord? C'est dans ce sens-là qu'on peut dire que le temps de la cinquième rencontre est égal au temps de la première rencontre multiplié par 5, c'est-à-dire 5 fois 24 qui donne 120 minutes, soit 2 heures. Ainsi, l'heure de la cinquième rencontre, parce qu'on voulait au départ déterminer l'heure à laquelle les véhicules se rencontreront pour la cinquième fois. Heure d'arrivée égale heure de départ plus temps mis, donc H5 égale 8h10 qui était l'heure de départ plus la durée qui est 2 heures, ce qui nous donne 10h10. Donc, la cinquième rencontre a eu lieu à 10h10. Nous allons à présent déterminer le nombre de tours effectués par chaque véhicule pour atteindre cette cinquième rencontre. Tout d'abord, nous allons déterminer le nombre de tours effectués par chaque véhicule pour la première rencontre. On part de l'égalité T1 égale à VA fois NA1 et T1 égale à VB fois NB1. Dans la première égalité, on va donc tirer NA1. Ça fait T1 divisé par VA, donc NA1 égale T1 divisé par VA, c'est-à-dire 24 divisé par 6 qui donne 4 tours. Ça veut dire que le véhicule A a fait 4 tours pour la première rencontre. Pour le véhicule B, on va faire NB1 égale à T1 divisé par VB, c'est-à-dire 24 divisé par 8 qui donne 3. Donc, le véhicule B a effectué 3 tours pour la première rencontre. Maintenant que nous avons le nombre de tours effectués par chaque véhicule pour la première rencontre, on peut déterminer le nombre de tours effectués par chaque véhicule pour la cinquième rencontre.
en faisant simplement un produit, une multiplication par 5. Donc, NA5 signifie nombre de tours effectués par le véhicule A pour la cinquième rencontre. NA5 égale à 5 fois NA1. Autrement dit, nombre de tours effectués pour la première rencontre multiplié par 5, ce qui donne 5 fois 4 égale à 20 tours. De même, NB5, c'est 5 fois NB1 qui donne 5 fois 3, 15. En résumé, le véhicule A a effectué 20 tours pour la cinquième rencontre, tandis que le véhicule B a effectué 15 tours pour cette première rencontre, pour cette cinquième rencontre. Alors, attention, n'allons pas penser que le véhicule qui a effectué le plus de tours est le plus lent. Au contraire, le véhicule qui a effectué le plus de tours est le plus rapide. Voilà, parce que certains vont penser que le véhicule B est plus rapide que le véhicule A. Non, le véhicule A est plus rapide que le véhicule B. Si ceci est clair pour tout le monde, nous allons donc passer à la solution du problème 2. Si vous n'avez pas compris certains détails de cette solution, je vous invite à réécouter plusieurs fois. Et si l'incompréhension persiste, n'hésitez pas à me signaler cela en commentaire en dessous de cette vidéo. À présent, nous allons apporter une solution au problème 2. Comme dans le problème 1, nous allons commencer par définir les variables qui vont meubler notre raisonnement. Il s'agira du même principe, du même protocole. Comme vous pouvez le constater à l'écran, la seule chose qui a été modifiée, c'est la variable vitesse. Ici, nous avons plutôt choisi le temps mis par chaque véhicule. Et nous savons que le temps total est égal au temps mis pour faire un tour multiplié par le nombre de tours. Donc, T1 qui représente le temps mis par les deux ampoules pour se rallumer de nouveau au même moment pour la première fois. Donc, T1 égale à TA fois NA1. T1 aussi égale à TA fois NB1 pour les mêmes raisons que nous avons présentées dans le problème numéro 1. Voilà. Donc ici, on constate que T1 est multiple de 30 et T1 est multiple de 25. Par conséquent, T1 est multiple commun de 30 et de 25. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, T1 doit être minimal. Si donc T1 est minimal et est multiple commun, alors T1 est égal au PPCM de 30 et de 25. Cette logique, ce raisonnement est très basique et je pense que tout élève qui opte pour ce type de raisonnement pourra difficilement se tromper et comprendra clairement comment est-ce qu'on fait généralement en salle de classe pour dire que T1 est égal au PPCM. Désormais, vous savez d'où cela vient. Ce n'est pas une invention, ça ne sort pas d'un chapeau de magicien. C'est une simple interprétation du problème et des égalités mathématiques. Nous avons donc T1 multiple commun de 30 et 25, T1 minimal. Donc T1 est égal à PPCM de 30 et 25. On va décomposer 30 en produit de facteurs premiers. On obtient 2 puissance 1 fois 3 puissance 1 fois 5 puissance 1. On décompose 25 en produit de facteurs premiers. On trouve 5 au carré. J'ai ici ajouté 2 puissance 0, 3 puissance 0 pour que les gens puissent comprendre qu'en réalité, même si 25 est égal à 5 au carré, on peut décider, si on le veut, de faire apparaître 2 et 3 afin de pouvoir appliquer typiquement notre règle de décomposition, notre règle du PPCM.
par la décomposition. Cela n'est pas nécessaire, bien entendu. Lorsque vous avez déjà bien compris le principe, vous n'avez plus besoin d'écrire 2 puissance 0, 3 puissance 0. Alors, PPCM de 30 et 25 est égal à 2 puissance 1 fois 3 puissance 1 fois 5 puissance 2. Vous voyez que nous avons récupéré tous les nombres premiers qui apparaissent dans l'une ou dans l'autre décomposition, chacun étant pris avec sa plus grande puissance. On trouve donc PPCM égale à 150 secondes. Ainsi, le temps nécessaire pour le premier allumage simultané est 150 secondes. À présent, nous allons déterminer le temps nécessaire pour le centième allumage simultané, qui sera tout simplement égal à T1 multiplié par 100. Le temps nécessaire pour le centième allumage simultané est donc T100 égale à 100 fois T1, ce qui donne 15 000 secondes. Il faudra donc convertir ces 15 000 secondes en 1 minute. On va d'abord diviser par, on peut directement diviser par 3600 pour convertir en heure directement, ou bien d'abord convertir en minutes en divisant par 60 et ensuite convertir en heure en divisant encore par 60, ce qui va donner 4 heures 10 minutes. Donc, le temps nécessaire pour le centième allumage simultané est de 4 heures 10 minutes. Ainsi, l'heure à laquelle ce centième allumage simultané aura lieu sera tout simplement heure de départ plus T100, c'est-à-dire 10h15 plus 4h10, ce qui donne 14h25 minutes. En conclusion, l'heure du centième allumage simultané est de 14h25 minutes. Nous avons donc achevé la résolution du deuxième problème. Je suppose que cela a été assez clair pour chacun de vous, vu que c'est la même logique que nous avons appliquée au premier problème. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à réécouter autant de fois que nécessaire pour comprendre comment ça marche. Peut-être aussi, vous pourrez revenir au problème numéro 1 pour le comprendre et il vous aidera peut-être à comprendre le problème numéro 2. Si après réflexion, vous ne comprenez toujours pas, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires sous cette vidéo et je vais me faire le plaisir d'apporter de nouvelles explications. Pour terminer, je vais vous laisser un exercice d'application que vous allez traiter à la maison. Voici donc l'exercice que vous allez traiter à la maison en guise d'entraînement. C'est un exercice assez simple qui porte sur le PPCM. Vous devez analyser l'exercice comme nous avons fait dans les deux problèmes que nous venons de traiter. Quand vous allez achever cet exercice, comment faire pour savoir que vous avez trouvé, vous pourrez me poster en commentaire ce que vous avez fait, soit sous forme de capture, je pense sous forme de capture d'écran, ou bien sous forme textuelle. Je me ferai le plaisir de lire et de commenter. Avant de nous séparer, il convient de faire un résumé de ce que nous avons appris dans cette leçon. Dans ce chapitre, je voulais dire. Dans la leçon numéro 1, nous avons vu les méthodes, 4 méthodes pour déterminer le PGC de deux entiers, à savoir les diviseurs, la décomposition en produits de facteurs premiers, les soustractions successives et l'algorithme de Clé ou encore division successive. À la leçon 2, nous avons vu comment déterminer le PPCM de deux entiers par 3 méthodes. La première méthode consistait à déterminer la liste conjointe des multiples
de ces deux nombres jusqu'à trouver le premier multiple commun aux deux nombres, c'est lui le PPCM. Nous avons ensuite vu comment déterminer le PPCM à travers la décomposition en produits de facteurs premiers. Et nous avons terminé par une troisième méthode qui utilise le PGCD pour la détermination du PPCM. Cette troisième méthode s'applique généralement lorsque dans l'exercice, nous avons déjà la valeur du PGCD. Sinon, il est conseillé de procéder par décomposition en produits de facteurs premiers. Le PGCD est généralement utilisé lorsque nous sommes en situation de partage de deux quantités de façon identique, équitable, de sorte que chaque récipiendaire ou alors chaque paquet ait la même composition que tous les autres. Quand vous êtes face à ce type de problème, sachez que vous aurez affaire au PGCD. Aussi, les problèmes de carrelage de sol, dallage de sol. Quand vous avez des problèmes de dallage de sol ou bien de carrelage de sol par des carreaux de forme carrée ou par des dalles de forme carrée, dès que le sol a la forme rectangulaire, sachez que vous aurez affaire au PGCD. Je résume, sol ou terrain ou salle de forme rectangulaire, carrelage par des carreaux de forme carrée identique, dallage par des dalles de forme carrée identique sans coupe ni joint, alors vous aurez affaire au PGCD. À défaut de pouvoir retenir cela comme ça, faites une analyse, une décomposition du problème par des variables et interprétez pour arriver au PGCD. Pour le PPCM intervient généralement dans des problèmes périodiques, dans des phénomènes qui se répètent dans le temps. Vous avez vu ici, on a dit les coureurs, des véhicules qui font le tour d'un circuit, ils font un tour en tel nombre de minutes, il y a répétition. Ça veut dire que après 6 minutes, le phénomène se reproduit. Après 8 minutes, le phénomène se reproduit et on cherche le temps ou la date d'occurrence du phénomène. La date à laquelle le phénomène va se reproduire pour la prochaine fois. Là, c'est le PPCM. S'il s'agit d'un phénomène où des ampoules s'allument et s'éteignent à des vitesses ou alors à des périodes différentes, on veut connaître la date à laquelle elles vont s'allumer simultanément pour la première fois, alors c'est le PPCM. Voilà en fait comment vous pouvez repérer, n'est-ce pas, quel outil utiliser dans vos problèmes, PGCD ou PPCM. Les prochains chapitres qui seront abordés dans nos vidéos porteront sur les vecteurs du plan pour les niveaux 3e année, 4e année, 5e année du secondaire, soit l'équivalent de la classe de 4e, la classe de 3e et la classe de seconde scientifique. Le chapitre suivant sera les nombres complexes pour le niveau terminal scientifique. Si vous avez apprécié ces vidéos, si vous les avez trouvées instructives, si elles vous ont apporté un plus, de nouvelles connaissances, ou bien elles vous ont servi de révision, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager les vidéos à vos amis et connaissances, à vos camarades, afin qu'ils puissent en jouir comme vous aussi, qu'ils puissent apprendre avec vous, avec moi, qu'ils puissent en profiter. Je suis Michael Talek, au service de votre réussite pour l'Académie du succès. Comme le nom l'indique, nous allons travailler pour votre succès afin que plus jamais les mathématiques ne soient votre bête noire. On se dit à très bientôt pour les prochains cours. Ciao, ciao.